Bonjour à tous, j'ai jugé opportun aujourd'hui de vous faire une introduction de ma vidéo parce que je peux comprendre que certains se demandent mais pourquoi elle nous bassine encore avec ces histoires de symbolisme, d'architecture, de chiffres. De toute façon, on comprend pas grand chose et on n'y croit pas trop et on voit pas le rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Et pourtant, le rapport, il y en a un et franchement, je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser parce que aujourd'hui, ce que vous allez visionner dans cette vidéo est la somme en fait d'un corpus de connaissances qui a été passé depuis l'Égypte ancienne, au moins, en tout cas c'est ce qu'on sait pour l'instant pour sûr, qui a été passé depuis l'Égypte ancienne jusqu'à aujourd'hui à travers l'art et l'architecture entre autres, et qui est aujourd'hui repris dans les productions hollywoodiennes ou ce genre de choses. Et je pense que c'est très intéressant de s'y pencher, parce que ça nous permet de comprendre, par exemple, pourquoi Christine Lagarde nous parle du chiffre 7 au FMI en nous disant que c'est un chiffre extrêmement important et qu'ils vont baser certaines décisions là-dessus. Pourquoi? D'où elle sort ça? On se dit qu'elle a une bouffée délirante ou un truc comme ça et on passe à autre chose parce qu'on comprend pas le rapport en fait. Mais après on voit Macron qui se compare à Jupiter, Bruno Le Maire qui se compare à Hermès ou à Mercure. Et on a JP Morgan qui nous dit quelque chose comme les millionnaires n'utilisent pas l'astrologie, mais les milliardaires si. Et on voit Aleister Crowley sur la pochette des Beatles. Et tout ce genre de petits détails, ou alors encore, comme vous pouvez le voir sur la miniature, François Mitterrand qui construit des pyramides au Louvre. Et on ne voit pas le rapport, on se dit mais qu'est-ce que c'est leur délire? Et en fait leur délire c'est ce corpus de connaissances qui a été passé depuis l'Égypte ancienne jusqu'à aujourd'hui, qui renferme des connaissances sur l'univers, sur la psychologie, sur énormément de choses. Et ce qui est dans ma compréhension des choses aujourd'hui, la base des sociétés secrètes, qui a été décrit brillamment par Marc Passio, dont j'ai traduit les travaux, que je vous conseille d'aller consulter. Je vous conseille également d'aller consulter la vidéo que j'ai traduite de Randall Carlson, qui parle un petit peu aussi de ces choses-là, qui est très intéressante. Pas celle sur Halloween, l'autre, celle sur les cycles cosmiques. Parce que en fait, toutes ces connaissances qui ont été transmises vont nous raconter des choses sur les lois de l'univers, sur les mathématiques, sur la physique et sur nous-mêmes. Parce que comme le dit le proverbe hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc je vous souhaite à tous un très bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Quelle est l'obsession secrète partagée par les rois, les papes et les présidents, les templiers, les francs-maçons et les pères fondateurs, les maîtres de la Renaissance, les architectes modernes et la NASA? Ce qui a été codé dans l'art, l'architecture et l'urbanisme tout au long de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les secrets à la vue de tous. En tant que professeur d'architecture, ce sont les bâtiments dans le Da Vinci Code, Angers Démon et le symbole perdu de Dan Brown qui m'ont poussé à partir en exploration. Ce que j'ai trouvé encodé dans ces structures était plus étrange que la fiction, et peut-être même plus fascinant. Des amis n'arrêtaient pas de me remettre des ouvrages non fictionnels intéressants, et au bout d'un certain temps, j'ai eu l'impression que chacun d'entre eux était un indice dans un mystère global et interconnecté. J'avais l'impression de ne voir que la partie émergée de l'iceberg. En approfondissant mes recherches, j'ai commencé sans le vouloir à m'initier aux mystères anciens. J'ai progressivement découvert un ensemble de connaissances, habilement cachées à la vue de tous, dans la conception de bâtiments importants, d'œuvres d'art célèbres, dans des alignements à longue distance entre les sites sacrés, ainsi que dans les rues et les espaces publics de nombreuses grandes villes du monde. Ce que j'ai découvert est l'histoire d'œuvres monumentales, spécifiquement conçues pour incarner un programme symbolique de sagesse ancienne. Cette sagesse est liée à des vérités fondamentales sur la conception ou l'architecture de l'univers, qui s'expriment le mieux par des principes musicaux, la géométrie sacrée et la théorie des nombres. Ce que j'appelle l'architecture de l'univers est étroitement lié aux philosophies hermétiques de Pythagore et de Platon. Toute chose est nombre, toute chose est esprit, en effet, tout est conscience. Ces idées ont vu le jour avant les pharaons, et les spécificités de cette science ancienne ont été transmises au fil des siècles par des groupes secrets voués soit à la préservation d'idées hérétiques en des périodes dangereuses, soit à l'exploitation de la connaissance elle-même pour l'acquisition du pouvoir temporel.
Vous serez peut-être surpris d'apprendre que des personnes vivant à ce que les historiens appellent l'aube de la civilisation possédaient la capacité de mesurer avec précision la taille de la Terre et de mesurer de longues distances avec une précision qui rivalise avec celle des satellites GPS. Vous découvrirez comment les temples les plus anciens qui ont survécu ont une compréhension élégamment codée de la Terre, de la Lune et du Soleil, qui est à certains égards plus avancée que la science moderne. Nous voyagerons virtuellement jusqu'à Gizeh, Stonehenge, Jérusalem, Rome, Paris, Londres, Édimbourg, New York, Washington DC, Winnipeg et San Francisco à la recherche de réponses. Dans ces lieux, je révèle un système interconnecté de géométrie et de symbolisme qui remonte au moins à l'Égypte ancienne. Nous trouverons des triangles de Pythagore, des vesica Pisces, des ronds-points, des pyramides, des octagrammes, des énéagrammes et des zodiaques encodés dans une grande partie de la grande architecture et du design urbain du monde, exposant une obsession secrète pour le symbolisme ancien qui s'étend sur des siècles jusqu'à aujourd'hui. De nombreux chercheurs d'hier et d'aujourd'hui ont découvert des indices importants sur ce mystère. J'ai synthétisé le travail de nombreux autres auteurs et j'ai eu la chance d'établir mes propres liens grâce à des livres, Internet et au pouvoir de démocratisation d'outils gratuits tels que Wikipédia, Google Earth et SketchUp. Ce que je m'apprête à partager avec vous est un effort continu et je vous invite à y participer. Je crois que le moment est venu de révéler ce qui a été caché pendant tant de siècles et de porter cet ensemble de connaissances à l'attention du public pour le bénéfice de tous. Après avoir lu Le symbole perdu, j'ai été intrigué par Washington DC. C'est une ville qui déborde de symbolisme ésotérique. En zoomant depuis l'espace, comme on peut le faire dans Google Earth, permettez-moi de vous indiquer quelques points de repère. Voici la Maison Blanche, le Capitole, le Washington Monument, le Jefferson Memorial, le Lincoln Memorial et le Pentagone, de l'autre côté du Potomac. Rick Campbell a découvert une grande partie de la géométrie sous-jacente de la ville sur son site informatif dcsymbols.com. Il voit le diagramme suivant dans les rues et l'interconnexion des monuments. La géométrie consiste en un pentagramme au-dessus d'un cube, le tout contenu dans une pyramide. Chacune de ces formes porte une signification que nous allons explorer. Nous verrons plus loin en Égypte comment le pentagramme symbolise le microcosme, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans l'univers à l'échelle humaine ou plus petite. Le cube est un symbole ésotérique récurrent pour le corps que nous rencontrerons partout dans le monde. J'ai trouvé une paire de triangles 3 par 4 par 5 entre le cube et la pyramide. En enlevant la couche du cube, vous voyez que les rectangles qui entourent la Maison Blanche sont également constitués d'une paire de triangles imbriqués, cette fois-ci avec des proportions de 5 par 12 par 13. 3, 4, 5 et 5, 12, 13 sont les deux premiers triplets pythagoriciens. Comme vous pourrez le constater, les connaissances pythagoriciennes jouent un rôle prépondérant dans l'élucidation de ce mystère. Où avons-nous déjà vu une pyramide inachevée? Au dos du billet d'$1, bien sûr. Si nous éclairons la pyramide de Washington DC avec le même œil de la Providence, nous sommes dirigés vers un bâtiment spécifique. Est-ce l'œil de la Providence que nous regardons, ou son incarnation plus ancienne, l'œil d'Horus? Quoi qu'il en soit, qu'y a-t-il derrière l'œil qui voit tout du soleil? Il s'agit du siège de la franc-maçonnerie écossaise, qui porte de nombreux noms, dont le Conseil suprême, le Conseil mère du monde et la Maison du Temple. Ce bâtiment est chargé de symbolisme égyptien, avec une pyramide inachevée de 13 marches au sommet, comme sur le billet d'$1, et 2 sphinx géants flanquent l'entrée à l'avant. L'architecte John Russell Pope a modelé le bâtiment en 1911 d'après le mausolée d'Halicarnasse, qui fait aujourd'hui partie de la Turquie. Considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique, il servait de tombeau au roi Mosol, d'où le nom mausolée. La maison du Temple sert également de tombeau à Albert Pike, souverain grand commandeur, général confédéré et le plus célèbre franc-maçon de son époque. Pike a écrit Morale et Dogme,
le manuel remis aux nouveaux membres jusqu'en 1974, qui détaille les 33 grades de la franc-maçonnerie. C'est dans la maison du Temple que se déroule le point culminant de l'intrigue du symbole perdu. Campbell montre comment l'élévation a été conçue ad quadratum, ce qui signifie d'après le carré, en latin. Ad quadratum est un modèle de conception sacrée que nous verrons employé à Washington D.C. et à la cathédrale de Chartres. Le soleil au-dessus de l'entrée est au centre du carré, et l'angle supérieur marque le sommet symbolique de la pyramide inachevée. L'angle inférieur marque vraisemblablement la crypte où Pike est enterré. Les francs-maçons écossais sont très attachés au nombre 33. La maison du Temple comporte 33 colonnes de 33 pieds de haut. C'est là qu'un initié assidu peut obtenir le 33e degré, le plus élevé, auprès des 33 membres du Conseil suprême. Les francs-maçons du 33e degré occupent souvent des postes de pouvoir. De nombreux présidents des États-Unis étaient francs-maçons. La Grande Loge de Pennsylvanie présente une exposition permanente avec le portrait et la signature de chacun de ses présidents, ainsi qu'un historique de leur carrière maçonnique. Il est difficile de vérifier l'appartenance à une loge maçonnique, car certains membres ne rendent pas leur engagement public. Cependant, chaque loge conserve ses propres archives. Je trouve intéressant que George Washington, Harding, Eisenhower, Carter et le jeune Bush aient tous choisi de prêter serment au poste de président avec la main sur cette Bible maçonnique datant de 1770. Il faut être un homme et croire à un être suprême pour demander à devenir franc-maçon écossais. Les francs-maçons écossais insistent sur le fait que leur fraternité n'est pas une religion, bien que les athées ne soient pas éligibles. La franc-maçonnerie n'est pas une société secrète, mais ses membres sont fermement invités, sous peine de mort, à ne pas révéler les secrets les plus importants. Une grande partie de ce qui se passe à l'intérieur de la maison du Temple a été reconstituée par des chercheurs extérieurs au cours des dernières années. Cela a été mis en avant dans le symbole perdu de Dan Brown. Les membres peuvent atteindre le 32e degré en travaillant dur et en étudiant, mais seuls ceux qui sont sélectionnés par le Conseil suprême peuvent atteindre le 33e degré, le plus élevé. Richard Hoagland et Mike Barra ont découvert les liens les plus intéressants entre les francs-maçons écossais et la NASA. Voici Cap Canaveral, au Centre spatial Kennedy. Ce sont les deux aires de lancement où toutes les missions Apollo et les navettes spatiales ont quitté la Terre. Voici la piste unique, la piste 33. De tous les vecteurs qu'ils auraient pu choisir pour la piste, pourquoi la NASA a-t-elle choisi 33 degrés à l'ouest du Nord? Si cela vous semble être une preuve circonstancielle, que diriez-vous de ceci? Voici l'astronaute Buzz Aldrin, franc-maçon du 33e degré, sur la Lune, tenant le drapeau du Conseil suprême, qu'il a ensuite ramené sur Terre et remis au commandant suprême de la Maison du Temple. Ces exemples montrent que les francs-maçons et la NASA sont obsédés par ce nombre. Je me demande ce qu'il y a de si spécial dans le 33. Où ce nombre apparaît-il par ailleurs? On dit que Jésus a accompli 33 miracles et qu'il est mort à l'âge de 33 ans. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. La Bible dit que le roi David, père du célèbre Salomon qui a construit le premier temple de Jérusalem, a régné pendant 33 ans. Dans la Kabbale, ou mystique juive, il y a 10 séphirotes dans l'arbre de vie, plus une autre cachée appelée Da'at. En ajoutant les 22 chemins entre les séphirotes, le total atteint le magique 33. Ma théorie implique la résonance de Schumann, c'est-à-dire la fréquence à laquelle la Terre vibre. Les scientifiques ont mesuré cette onde stationnaire à 7,83 Hz, avec une longueur d'onde égale à la circonférence de la Terre. Ce bourdonnement inaudible est dû aux décharges de foudre dans notre ionosphère conductrice, ce qui fait sonner la planète comme une cloche. Si vous faites le simple calcul, que j'ai fait ici dans une feuille de calcul, vous verrez que le Do central est à 33 harmoniques, ou 32 harmoniques au-dessus de la résonance de Schumann. Cela vous semble invraisemblable? Pensez-y de cette façon. Notre corps résonne 33 octaves au-dessus de la vibration fondamentale de la Terre. Cela correspond à l'ancienne devise hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.
Je trouve incroyable que l'emblème des Nations Unies divise la Terre en 33 secteurs. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence. La colonne vertébrale humaine compte 33 vertèbres, si l'on compte individuellement les os fusionnés de la partie inférieure de la colonne vertébrale. Il se pourrait bien que le nombre 33 soit intégré dans l'architecture de l'univers. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le grand sceau des États-Unis d'Amérique, tel qu'il apparaît au dos du billet d'1 $. Commençons par le côté opposé du grand sceau, le côté avec l'aigle. Plus important pour notre enquête, comptons le nombre de plumes sur les ailes. L'aile gauche compte 33 plumes et l'aile droite 32. Ces plumes pourraient-elles faire référence aux 33 harmoniques ou 32 harmoniques dont nous venons de parler à propos de la résonance de Schumann? Je pense que Rick Campbell a correctement décodé la géométrie de contrôle. 3 cercles, dont les centres sont situés sur la même circonférence, forment une sorte de double vesica pisces. Une vesica pisces se forme lorsque 2 cercles de tailles égales se rejoignent de telle sorte que leurs centres se retrouvent sur la même circonférence. Une étoile de David émerge des points d'intersection des 3 cercles. En examinant le revers du grand sceau, nous trouvons la même géométrie de contrôle. Regardez les lettres entourées sur Annuit Coeptis et Novus Ordo Seclorum. Ne vous souciez pas pour l'instant de la signification de ces devises. Les lettres aux pointes de l'étoile de David sont A, S, N, O, M. En les réarrangeant, nous obtenons maçon. Pour résumer, nous avons vu comment la maison du Temple chapeaute une pyramide à Washington, D.C. Il existe un lien maçonnique évident avec le bureau du président, la NASA et l'ONU. Les francs-maçons écossais sont obsédés par le nombre 33, qui trouve un écho dans la tradition judéo-chrétienne et qui a une résonance à la fois avec le corps humain et la terre. Ce n'est un secret pour personne que l'histoire des francs-maçons remonte aux Templiers. J'ai été stupéfait de découvrir qu'il existe un village appelé Roslyn de l'autre côté du Potomac, à proximité de la Maison Blanche. De nombreux chercheurs pensent que l'une des factions de Templiers s'est réfugiée en Écosse, après l'infâme raid qui a détruit leur ordre. La chapelle de Roslyn, en Écosse, est l'endroit décrit dans le Da Vinci Code, où Sophie apprend qu'elle est une descendante directe de Jésus et où elle retrouve sa lignée. Le vendredi 13 octobre 1307 est la date à laquelle la plupart des Templiers ont été arrêtés, ont vu leurs biens considérables saisis, ont été interrogés et torturés à mort par des agents du roi de France, agissant en coopération avec le pape. Connaître les liens entre les Templiers, la chapelle de Roslyn en Écosse et les francs-maçons écossais m'a incité à examiner de plus près Roslyn en Virginie. Roslyn présente 2 caractéristiques importantes, un village dense et le mémorial du corps des marines. J'ai donc tracé une ligne allant du centre du mémorial du corps des marines à Roslyn en Virginie, au centre de la chapelle de Roslyn en Écosse. Vous pouvez le voir sur Google Earth. La trajectoire du grand cercle passe précisément par le sommet de l'œil de la Providence et par l'ensemble de la pyramide des rues de Washington, D.C., ce qui confirme mon raisonnement. Avant de quitter complètement l'Écosse, faisons un détour par Édimbourg. La Royal Mile est la rue touristique la plus ancienne et la plus fréquentée d'Édimbourg. Si l'on mesure une ligne allant de la façade de l'abbaye de Holyrood, construite en 1128 par le roi David Ier d'Écosse, à la tour circulaire du château d'Édimbourg, construite par le même roi, on constate qu'elle mesure presque exactement 8/7 de mile. La Royal Mile, mentionnée à Édimbourg, est donc, par définition, le mile royal égyptien. Il s'agit d'une unité mémorable et importante, car comme le montre Richard East dans son livre intitulé « Les nombres sacrés et les origines de la civilisation », il y a exactement 3456 miles royaux égyptiens dans le rayon polaire de la Terre. Le roi David a construit ces structures au début de l'existence des Templiers. Peu après leur retour de Jérusalem,
et l'explosion de la construction gothique. Le roi David, premier d'Écosse, aurait-il pu être lié à la connaissance des Templiers sur Terre depuis la maison de David à Jérusalem? Revenons à Washington DC et voyons comment le Mile Royal y est codé à la vue de tous. En zoomant sur la zone située devant le Capitole, de nombreux chercheurs ont identifié des compas maçonniques intégrés dans le plan des rues. Les compas qui longent les avenues Pennsylvania et Maryland pointent vers la Maison Blanche et le Jefferson Memorial. L'écartement des compas est d'1 mile royal. Je pourrais mettre cela sur le compte de la coïncidence s'il n'y avait pas le diagramme que Richard Hiss a publié dans le Nombre sacré. Ce diagramme se présente sous la forme d'une grille de triangles équilatéraux. Chaque angle mesure 1 mile royal. Le Jefferson Memorial, la Maison Blanche et la Maison du Temple sont situés au centre de ces points. La pointe du Pentagone qui fait face à la Maison Blanche est sur ce point. C'est une trop grande coïncidence pour ne pas avoir été le produit d'un dessin intentionnel. J'ai trouvé que l'ancien diagramme de la fleur de vie s'intègre parfaitement dans cette grille. La fleur de vie a été découverte dans le monde entier. Wikipédia répertorie la fleur de vie dans 15 pays à ce jour. Voici la fleur de vie du temple d'Osiris à Abydos en Égypte, qui date d'au moins 3300 ans. Il est peu connu que même Léonard de Vinci a étudié la fleur de vie. C'est la deuxième représentation d'un cube que nous voyons à Washington. La métrologie, la science des mesures, est l'une des clés pour déchiffrer l'architecture secrète. Chaque côté du grand cube s'étend sur 2 triangles, formant une longueur d'arête égale à 2 miles royaux. Le rayon polaire de la Terre est égal à 1728 fois 2 miles royaux. Cela correspond aux 3456 miles royaux, en référence à la Royal Mile d'Édimbourg. Le nombre 1728 relie Washington DC à la mythique Nouvelle Jérusalem décrite dans la Bible. La Bible avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Il a mesuré la ville avec le roseau, 12 000 stades. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur étaient égales. Les dimensions de la Nouvelle Jérusalem décrivent un cube dont le volume est de 1728 milliards de stades. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les États-Unis et Israël ont des liens si étroits? DC et la Nouvelle Jérusalem. Voici le bâtiment de la Cour suprême israélienne de 1992 à Jérusalem. Cette pyramide surmontée d'une fenêtre vous semble-t-elle familière? Il semble que ce soit l'œil de la Providence, le même symbole que l'on trouve dans les rues de Washington DC et sur le billet d'$1. De nombreux chercheurs ont vu l'arbre de vie de la mystique juive encodé dans les ronds-points et les monuments de Washington DC. Cependant, le site dcsymbols.com est le seul à montrer comment les rues et les ronds-points correspondent à cette première représentation de l'arbre de vie Porta-Lucis, datant de 1516. La version du portail de lumière a la forme d'un véritable arbre. C'est peut-être de là que vient le nom de l'arbre de vie. Les rues légèrement incurvées autour du rond-point Scott imitent la forme du Y de Pythagore. Dans l'architecture secrète de la capitale de notre nation, l'auteur David Ovason dit « Le Y pythagoricien est un vestige dessiné d'un chemin de vie, où l'on est perpétuellement confronté à un choix de direction symbolique. Doit-on faire le bien ou le mal ? Le rond-point Scott se trouve dans la position de l'arbre de vie connu sous le nom de Da'at, la séphira cachée. Selon la Kabbale, la raison pour laquelle Da'at est représentée cachée est que les humains qui restent égoïstes ne peuvent pas la voir. Seuls ceux qui s'orientent vers le service des autres sont capables de voir la lumière de Da'at, dans laquelle les 10 séphirotes sont unies en une seule. Je pense que le rond-point Scott illustre l'architecture secrète de DC. Elle est facile à voir une fois que l'on a la connaissance, mais reste cachée au grand public. La plupart des gens qui connaissent l'arbre de vie sont plus familiers avec la version d'Athanasius Kircher de 1652, qui est organisée en 3 colonnes.
La version de Kircher apparaît ici dans le plan de John Evelyn pour la reconstruction de Londres après le grand incendie de 1666. Lui et Christopher Wren ont tous deux présenté des plans basés sur l'arbre de vie, bien que le projet de Wren n'ait pas été aussi audacieux que celui d'Evelyn. Ni l'un ni l'autre n'ont été réalisés. Mais cela montre que ce type de symbolisme ésotérique n'était pas nouveau lorsque DC a été aménagé un siècle après le grand incendie de Londres. Comme vous l'avez vu, il y a une profonde connexion avec le judaïsme, à la fois dans l'arbre de vie et dans la métrologie du grand cube de Richard Heath, qui relie Washington D.C. à la mythique Nouvelle Jérusalem de la Bible. Pour comprendre pourquoi la fleur de vie et l'arbre de vie se trouvent à Washington D.C., il faut suivre une formation visuelle d'1 minute en géométrie sacrée. La fleur de vie pousse sur l'arbre de vie. La géométrie de la fleur de vie est basée sur la réalité 2D de 6 cercles qui s'emboîtent parfaitement autour d'un 7e central, représenté ici par des centimes. Les fleurs finissent par porter des fruits, et avec la connaissance des cercles, nous avons le diagramme traditionnel du fruit de la vie qui contient 13 cercles. En reliant les points, il révèle le cube de Métatron, un diagramme important dans l'étude de la géométrie sacrée. Il a été nommé d'après le personnage biblique Enoch, qui a été transformé en l'archange Métatron. Le cube de Métatron contient les 5 solides platoniciens, à la fois à des échelles plus petites et plus grandes, comme une fractale. Les solides platoniciens occupent une place importante dans la philosophie de Platon, qui leur a donné leur nom. Les points dans les interstices codent le motif de 2 tétractises pythagoriciennes qui se croisent. C'est le motif sur le billet de $1 dans ce qu'on appelle la gloire, au-dessus de la tête de l'aigle. Les pythagoriciens prêtaient serment à la tétractise, qui était le symbole le plus important dans leur adoration secrète du nombre. Tout ce symbolisme est interconnecté dans un système. Les francs-maçons étudient pendant des années pour comprendre ces choses et avancer à travers leurs degrés. La franc-maçonnerie est un vestige d'une ancienne école de mystère. Regardez combien de 13 se trouvent sur le grand sceau. Nous avons déjà vu les 13 étoiles de gloire au-dessus de la tête de l'aigle. Dans les griffes de l'aigle, il y a 13 flèches, 13 feuilles sur les branches qui contiennent 13 olives et 13 bandes sur le bouclier. Peut-être que les 13 colonies n'étaient pas un accident. Curieusement, l'aigle n'a que 9 plumes à sa queue. Tout a une signification en symbolisme. Le 13e degré de la franc-maçonnerie écossaise est appelé l'arche royale de Salomon. C'est à propos d'Enoch, descendant dans un sous-sol, de l'arche, d'un triangle d'or, d'un cube d'agate et du nom de Dieu. Enoch aurait creusé 9 chambres, comme les plumes de la queue, sous le mont du Temple à Jérusalem, l'une au-dessus de l'autre, chacune avec une arche de soutien. Dans la dernière chambre, il a placé un cube d'agate, inséré dans un triangle d'or gravé du saint nom de Dieu. Par cette géométrie sacrée, Rick Campbell a démontré que le cube d'Enoch est en fait le cube de Métatron, le triangle dans le cube. Le nom de Dieu, représenté en hébreu, s'appelle le tétragramme, le mot de 4 lettres le plus sacré du judaïsme. Les lettres du tétragramme sont traditionnellement représentées dans la tétractise pythagoricienne, parce qu'elles codent le Shem Haméporash, ou les noms de Dieu, qui dans la tradition mystique juive correspondent à 72 arrangements des 4 lettres sacrées. La pratique consistant à attribuer des nombres aux lettres s'appelle la gématrie. Nous voyons ici comment les lettres du triangle d'Enoch codent le nombre 72, le nombre de noms de Dieu. Lorsque l'on s'intéresse de près à la plupart des religions, on finit par trouver la croyance du caractère sacré des nombres. Enoch aurait été transformé en l'archange Métatron à l'âge de 365 ans, son âge étant une référence solaire évidente. En parlant d'hommes solaires élevés au rang divin, regardons la rotonde du Capitole. Ce point central de la démocratie américaine est mis en avant dans le symbole perdu de Dan Brown. Le mythologue William Henry
a interprété la signification du bâtiment du Capitole comme étant le temple de Salomon au cœur de l'Amérique. En regardant par l'oculus du dôme du Capitole, nous voyons l'immense fresque de Constantino Brumidi, intitulée L'apothéose de George Washington. Le mot apothéose signifiant l'élévation d'un homme au rang de Dieu. George Washington est assis sur un arc-en-ciel dans les nuages, entouré de 13 jeunes filles et flanqué de la déesse de la liberté et de la victoire. Henry a déterré ce qui a probablement été l'inspiration de Brumidi pour représenter Washington assis sur un arc-en-ciel devant une porte des étoiles. Voici Jésus faisant de même. Dans les deux cas, notre homme devient Dieu. La fresque au cœur de l'Amérique élève clairement Washington au rang d'une sorte de divinité solaire. 6 groupes allégoriques, disposés en hexagone, racontent des histoires centrées sur les anciens dieux, Mercure, Vulcain, Cérès, Minerve, Neptune et Columbia. Qu'est-ce que tout ce symbolisme païen a à voir avec l'histoire officielle des États-Unis? Rien du tout. La fresque est entourée de 72 étoiles qui rappellent les noms de dieux dans la tradition mystique juive. En astronomie, ce nombre d'étoiles s'explique par le fait qu'il faut 72 ans à la Terre pour se déplacer d'1 degré. Nous en apprendrons davantage sur le cycle précessionnel à Rome. En regardant de plus près, on trouve plusieurs références cryptographiques à la déesse égyptienne Isis, en particulier dans l'allégorie de l'agriculture. Flora au sein découvert, et Young America coiffée d'un bonnet phrygien, se tenant devant Cérès, déesse de l'agriculture. Une gerbe de blé est souvent utilisée pour représenter la déesse de la nature, comme la Vierge représentée ici. Et le sein découvert et le bonnet phrygien sont des attributs bien connus d'Isis, largement utilisés pendant la Révolution française. Ici, les symboles sont représentés ensemble dans la liberté guidant le peuple de Delacroix. La déesse est personnifiée des deux côtés de l'Atlantique, comme la nature, la raison, Liberty, la liberté, ainsi que Columbia. Ce sont toutes des références ésotériques à la déesse égyptienne Isis. Voici $1 en argent représentant Liberty avec un bonnet phrygien sur un poteau. Cette pièce vaut aujourd'hui plus de 6 chiffres. Le sceau du Sénat américain montre également le bonnet phrygien qui nous est désormais familier. Pour couronner le tout, la déesse de la liberté se trouve à l'extérieur du dôme du Capitole et récemment, au milieu du centre d'accueil des visiteurs du Capitole, on trouve encore d'autres représentations de vous savez qui, les architectes du Capitole étant manifestement obsédés par le culte secret d'Isis. En suivant la déesse Liberty vers le haut, nous voyons comment l'ensemble de DC a été tracé à l'origine par George Washington en 1791. Les bornes des miles sont placées ad quadratum, tout comme l'élévation de la maison du Temple, construite plus d'1 siècle plus tard. Cette excroissance organique ultérieure dans la partie inférieure du carré est devenue Alexandria, en Virginie. Dans l'Antiquité, Isis possédait un temple important sur l'île de Pharos, juste à l'extérieur d'Alexandrie en Égypte, où se trouvait le phare d'Alexandrie, merveille du monde antique. La lumière qui en émanait était l'étoile de la mer, Stella Maris, l'une des nombreuses épithètes d'Isis. Le point le plus élevé d'Alexandria en Virginie possède une réplique de l'ancien phare sous la forme du George Washington Masonic National Memorial. George Washington et de nombreux pères fondateurs étaient bien sûr des francs-maçons bien connus. Prêtez une attention particulière aux 3 cubes qui forment le corps du phare. Nous retrouverons ce symbolisme à Londres et nous le décoderons enfin à Paris. Comment se fait-il que nous continuions à trouver des liens secrets avec Isis de l'Égypte ancienne, dans un pays qui n'a aucune raison apparente d'établir ce lien symbolique? Croyez-le ou non, Pennsylvania Avenue est astronomiquement orientée vers le lever héliaque de Sirius. Les anciens Égyptiens basent leur calendrier sur ce phénomène, qui correspond au jour où l'étoile d'Isis, Sirius, est visible à l'horizon juste avant le lever du soleil. Depuis la Maison Blanche, au début du mois d'août, Sirius est visible quelques minutes avant le lever du soleil, directement derrière le Capitole. Du point de vue du Capitole,
Le coucher du soleil ce même jour passe tout droit sur Pennsylvania Avenue et se couche sur le sommet de la pyramide de la Poste nationale. Si l'on superpose 2 pentagrammes sur le Capitole, on observe 2 phénomènes intéressants. Ces arêtes suivent les avenues Pennsylvania et Maryland, et le RFK Stadium de 1961 est parfaitement encadré dans la courbe du pentagramme opposé. J'ai remarqué des rues rayonnantes au-dessus et en dessous du Capitole. Puis j'ai eu le déclic avec les pentagrammes, et j'ai vu que ce qui est représenté ici est en fait la croix templière. Il n'y a maintenant plus de doute sur ceux qui sont à l'origine du symbolisme dans les rues de Washington, D.C. Les Templiers ont peut-être disparu depuis longtemps, mais les francs-maçons écossais sont toujours actifs aujourd'hui. Nous en apprendrons plus sur les Templiers à la cathédrale de Chartres et à nouveau à Londres. Le livre de David Howasson, L'architecture secrète de la capitale de notre nation, révèle que Washington, D.C. compte plus de zodiaques que n'importe quelle autre ville du monde, concentrée dans ce que l'on appelle le triangle fédéral. Le triangle fédéral contient de nombreuses structures gouvernementales importantes, notamment les archives nationales, la poste nationale, le ministère de la Justice et du Commerce, etc. Plus important encore, Howasson montre comment ces zodiaques du triangle fédéral attirent l'attention sur une constellation en particulier, la Vierge. La Vierge est une représentation ésotérique d'Isis. Depuis, la recherche sur le symbolisme maçonnique l'a conduit à relier les étoiles Arcturus, Régulus et Spica à un triangle terrestre reliant la Maison Blanche, le Capitole, et le point où beaucoup pensent que le Washington Monument était censé être. Le Washington Monument est légèrement décalé vers l'est par rapport à l'axe nord-sud de la Maison Blanche et du Jefferson Memorial. Certains prétendent que ce décalage est dû au fait que le point marqué se trouve sur une décharge et que le site où le monument a été construit se trouve sur un terrain solide. Quoi qu'il en soit, voici cette disposition stellaire particulière ramenée sur Terre. La Vierge se trouve sur le triangle fédéral et le lion sur le Capitole. L'astronome maçonnique français du XVIIIe siècle, Jérôme Lalande, a écrit « La Vierge est consacrée à Isis ». Tout comme le lion est consacré à son mari Osiris. Isis est donc lié au triangle fédéral et Osiris au Capitole. La main droite de la Vierge pointe vers la Maison Blanche, mais sa main gauche est en fait sur le Washington Monument. C'est très intéressant pour ceux qui connaissent l'histoire d'Isis. Isis pourrait-elle tenir le phallus d'or d'Osiris sous la forme du Washington Monument ? Selon l'ancienne histoire égyptienne, tout a commencé lorsque Seth est devenu jaloux de son frère Osiris, qui était le roi de toute l'Égypte, et dont la compagne était la belle Isis. Seth trompa et tua alors Osiris, découpa son corps en 14 parties, les enferma dans un cercueil, à l'exception d'une seule, et l'envoya sur le Nil. En guise d'insulte finale, il jeta le pénis d'Osiris dans le fleuve. Sa sœur consort, Isis, fut finalement capable de récupérer et de reconnecter magiquement toutes les parties du corps d'Osiris, à l'exception de son pénis, qui fut malheureusement mangé par un poisson. Isis façonna un phallus en or, l'attacha à Osiris et le ramena à la vie en chantant. Grâce à cette expérience, Osiris ressuscité devint le seigneur des morts. Isis fut fécondée par le phallus d'or, et leur fils Horus devint le dieu du soleil. C'est l'histoire originelle du sexe et de la violence, de la jalousie, de l'inceste et de la grossesse. Le Washington Monument est un symbole phallique évident. Les trajets de la Vesica Piscis entourant l'obélisque suggèrent des organes génitaux féminins. Pris ensemble, ces symboles représentent l'union d'Osiris et d'Isis et la conception du dieu soleil Horus. Vous pensez peut-être que je vais trop loin, mais regardez ce qui se trouve au-dessus de l'ascenseur, qui monte dans le Washington Monument. Le même ascenseur que Robert Langdon a pris à la fin du symbole perdu. Juste au-dessus des portes de l'ascenseur se trouve une sculpture en bronze de George Washington, réalisée par le franc-maçon français Houdon. Et au-dessus se trouve le disque ailé d'Horus. Qu'est-ce que ce symbole solaire égyptien a à voir avec l'Amérique ? C'est un indice de la signification secrète de l'obélisque dans l'endroit le plus public.
Mais combien de personnes l'ont vu et compris? Les dimensions du monument tournent tout autour du 6 et du 5. Quelle étonnante coïncidence que 6660 pouces égale 555 pieds. Cela serait-il lié à la signification du 5 et du 6 en Égypte? Le Washington Monument n'est pas un véritable obélisque taillé dans un seul morceau de pierre. Il s'agit plutôt, au sens propre comme au sens figuré, d'une œuvre monumentale de maçonnerie. L'étude métrologique méticuleuse du Washington Monument par Bernard E. Peach révèle un diagramme sacré projeté sur la Terre. Sur la base de la hauteur et de l'angle exact de la pyramide, sa face et son arête projettent des lignes jusqu'au sol et tracent des cercles proportionnés ad quadratum. Le diagramme présenté ici est appelé l'octagramme en mathématiques. C'est un symbole utilisé dans de nombreuses religions et cultures à travers le monde. J'ai brièvement retracé l'histoire de l'octagramme pour en découvrir la signification. L'exemple le plus ancien que j'ai trouvé et qui présente cette symétrie est l'étoile d'Inanna, la déesse sumérienne, sur laquelle je pense que toute l'obsession pour Isis est en fin de compte basée. Les archéologues ont identifié la culture sumérienne comme la plus ancienne civilisation de la planète. Sumer a précédé l'Égypte ancienne, mais elle n'a été découverte qu'en 1890. C'est donc la raison pour laquelle la plupart des références ésotériques font référence à Isis plutôt qu'à Inanna. Je recommande vivement la lecture des œuvres collectives de Zecharia Sitchin pour une théorie alternative, voire controversée sur les origines de la civilisation. Mais c'est le sujet d'un tout autre documentaire. J'ai trouvé l'octagramme dans de nombreux autres endroits du monde. L'étoile hindoue de Lakshmi est un pur octagramme. L'Ogdoad égyptien ajoute un œuf cosmique central, contenant le dieu soleil Ra. La structure du calendrier celtique entre en résonance avec l'octagramme. Le théologien gnostique Valentin a transformé les concepts égyptiens en concepts chrétiens dans sa cosmologie du IIe siècle, dont le centre est le plérum ou la tête de Dieu. La roue bouddhiste du Dharma en fait son symbole et intègre le chemin divisé en 8. L'islam utilise le Rub'u el-Hizb comme symbole, que l'on trouve dans les plus anciens Corans comme marqueur de chapitre. Ici, il est exprimé fractalement sur la tombe de Muhammad à Médine. L'Église orthodoxe orientale a utilisé l'octagramme dans de nombreuses représentations du Christ Pantocrator et dans la Transfiguration. Même la culture aztèque, apparemment sans rapport, a produit la Piedra del Sol calendaire, présentant cette symétrie remarquable. Enfin, le Vatican a également codé ce puissant symbole sur la place Saint-Pierre. L'ancien obélisque égyptien en son centre est littéralement un gigantesque cadran solaire, avec des pierres dans le pavé marquant les saisons. L'octagramme est donc résolument un symbole solaire, qui convient parfaitement à l'obélisque masculin, qui est la lecture principale du Washington Monument. Cependant, l'énergie féminine n'est pas entièrement négligée dans le Washington Monument. Nous avons déjà vu comment une Vesica Piscis étirée entoure l'obélisque. Rick Campbell a mis en lumière quelque chose d'encore plus caché. Si l'on dessine la Vesica Piscis à l'échelle, le diamètre des cercles étant égal à la hauteur du Washington Monument, 555 pieds, la grande pyramide d'Égypte s'inscrit parfaitement à l'intérieur de la vulve. Ce n'est pas un hasard. L'architecte qui a conçu le Washington Monument a dû vouloir le relier secrètement à la grande pyramide. La grande pyramide et le Washington Monument ont tous deux phi dans leurs proportions, qui est l'un des nombres les plus intéressants des mathématiques. La dernière chose que j'ai remarquée à Washington DC m'a propulsé dans un voyage virtuel autour du monde. Vous vous souvenez de la paire de triangles imbriqués entourant la Maison Blanche? J'ai été frappé par le fait que la pelouse en forme de fer à cheval dans le jardin de la Maison Blanche ressemble beaucoup à l'anneau de pierre bleue de Stonehenge. J'ai alors constaté que ces deux triangles formaient ensemble un rectangle de 5 par 12, qui avait les mêmes proportions que le rectangle du tour de Stonehenge. Suivant cette intuition, j'ai tracé une ligne allant de la pointe du triangle fédéral au centre de Stonehenge. Plus tard, j'ai zoomé sur la ville de New York lorsque ce trait était présent, et j'ai vu que l'alignement coupait parfaitement Central Park en deux.
Ce n'est probablement pas un accident, alors allons-y. L'angle que prend cet alignement à grande échelle à travers Central Park correspond à l'hypoténuse de triangle de Pythagore imbriqué. 4 de ces triangles correspondent précisément aux proportions de Central Park, soit un triangle de 5 par 24. Je me suis ensuite demandé ce que faisait cet aqueduc inhabituel, juste sous la surface du réservoir Jacqueline Kennedy Onassis. Il semble imager l'hypoténuse du triangle. C'est plutôt étrange, mais au cours de mes recherches, j'ai appris à suivre les soi-disant coïncidences où qu'elles mènent. L'aqueduc nous conduit au Metropolitan Museum of Art. En nous approchant encore, nous voyons cette variante du drapeau templier dans l'atrium de la collection Robert Lehman. Soit dit en passant, le chef-d'œuvre ésotérique d'Albrecht Dürer, Mélancolia I, se trouve dans cette collection, et nous l'étudierons en Égypte. Au cas où vous penseriez que j'imagine des liens là où il n'y en a pas, juste à l'extérieur de cette pièce se trouve l'un des plus anciens artefacts d'Amérique du Nord. Il s'agit d'un obélisque égyptien vieux de 3500 ans provenant d'Héliopolis. Notez l'octogone qui entoure un autre symbole solaire. Il ne reste qu'une poignée d'obélisques égyptiens anciens dans le monde, même si l'on prend en compte ceux qui sont encore en Égypte. C'est pourquoi je prends bonne note lorsque j'en observe un. Cet obélisque est le jumeau de l'aiguille de Cléopâtre à Londres. Les temples égyptiens avaient généralement des obélisques jumelés à leur entrée. Les obélisques, qui se trouvent aujourd'hui à New York et à Londres, encadraient ensemble l'entrée d'un temple à Héliopolis. Le transport d'une plaque de granit de 224 tonnes d'un bout à l'autre de la planète était un projet difficile et coûteux au XIXe siècle, et encore aujourd'hui. Relier les nations à l'Égypte ancienne était apparemment une motivation très puissante pour les francs-maçons qui se donnaient la peine de déplacer ces obélisques. En superposant les triangles, nous voyons que l'aqueduc pointe littéralement vers un ancien temple égyptien situé dans l'aile saclaire du musée. Le temple de Dendur a dû être déplacé de son site d'origine pour éviter qu'il ne soit submergé par la construction du barrage d'Aswan. En 1965, le gouvernement égyptien a offert le temple aux États-Unis, qui était représenté lors de la cérémonie par Jacqueline Kennedy Onassis. C'est une sacrée coïncidence, puisque l'aqueduc et le réservoir de Jackie nous ont conduits au temple même qu'elle a reçu. L'ancienne première dame jouait-elle le rôle d'Isis? Nous sommes à New York. Jetons un œil à l'un des endroits les plus touristiques et le plus grand symbole des États-Unis. Visitons la Statue de la Liberté. Les auteurs Graham Hancock et Robert Bauval ont fait des recherches sur la Statue de la Liberté, et vous pourriez être surpris de ce qu'ils ont trouvé. Le sculpteur français Bartholdi, franc-maçon bien connu, a à l'origine conçu cette statue colossale pour l'ouverture du canal de Suez en 1867. Un autre franc-maçon, Gustave Eiffel, qui fut plus tard rendu célèbre pour sa tour parisienne, fut chargé de l'ingénierie de la statue. On dit que Bartholdi a modelé la sculpture d'après la déesse romaine Libertas. En réalité, Libertas était un écho de la déesse égyptienne Isis. Après que le colosse de Bartholdi fut rejeté pour le canal de Suez pour des raisons financières, il la transforma en statue de la Liberté pour le port de New York. Il n'est donc pas surprenant que la pierre angulaire de la statue de la Liberté ait été posée lors d'une cérémonie maçonnique. Le chercheur Jim Allison a relié les points et identifié un triangle entre Gizeh, Pharos et l'ouverture du canal de Suez. L'angle de ce triangle correspond à l'inclinaison de la Grande Pyramide et ressemble à la lettre grecque delta, qui fait magnifiquement écho au delta du Nil. Le colosse de Rhodes était l'une des 7 merveilles du monde antique. La statue géante qui se dressait sur l'île de Rhodes représentait Apollon, dieu du soleil, qui portait également une couronne à 7 rayons. Les 7 rayons sont très intéressants, à la lumière du point culminant de la cérémonie d'initiation au culte d'Isis. Selon l'auteur du XIXe siècle, Édouard Schur, après qu'un initié ait survécu à toutes les épreuves harassantes et triomphé de la mort par le feu, l'eau et la tentation des sens, il était conduit dans un sanctuaire intérieur, où il contemplait une statue métallique colossale d'Isis.
couronné d'un diadème à 7 rayons. Je crois que 7 est le chiffre secret d'Isis. Horus, le fils d'Isis, était le dieu du soleil. Tout comme Apollon, représenté dans le colosse de Rhodes, était le dieu du soleil pour les Grecs. Vous verrez que la base en étoile de la statue de la liberté est assez étrange, puisqu'elle comporte 11 branches. Je pense que cela a été fait pour que le symbolisme des nombres de la statue de la liberté s'intègre dans une importante structure égyptienne, la grande pyramide de Gizeh, dont le rapport entre la hauteur et la base est de 7 pour 11, comme le fameux magasin 7-Eleven. Et si le 11 de l'étoile de sa base ne suffisait pas, la hauteur de la statue, du talon au sommet de la tête, est de 111 pieds et de 1 pouce. Tout correspond. Vous voyez comment la statue de la liberté représente secrètement la déesse égyptienne Isis. En prolongeant la ligne de la structure submergée dans le réservoir qui nous a conduits au temple d'Isis jusqu'à l'East River, nous sommes dirigés vers le siège des Nations Unies, dans le centre de Manhattan. Les proportions du bâtiment emblématique du secrétariat sont basées sur phi. Comme vous le savez, cette proportion relie la structure au Washington Monument et à la Grande Pyramide. Saviez-vous que le site de 69 000 m² du siège de l'ONU est considéré comme un territoire international et ne fait techniquement pas partie de la ville de New York? Le siège de l'ONU dispose de sa propre force de sécurité, de son propre service de pompiers et de sa propre administration postale, qui émet même ses propres timbres. L'idée que le siège de l'ONU est une ville dans une ville me rappelle que le Vatican est également une ville dans Rome. J'aime parler de ville imbriquée ou de structure fractale. J'ai été fasciné de découvrir que le gouvernement italien avait fait don à l'ONU, en 1991, d'une sculpture d'Arnaldo Pomodoro représentant une sphère à l'intérieur d'une autre sphère. La boule dorée représente magnifiquement le concept d'une ville à l'intérieur d'une ville. Les structures internes m'ont semblé être des bâtiments et des rues sur les surfaces intérieures des sphères. Je suis intrigué parce que j'ai vu 3 autres sculptures similaires dans des lieux importants pour mes recherches. Pomodoro a réalisé une série de 6 sphères à l'intérieur de sphères, dispersées dans le monde entier. Les emplacements significatifs des sphères sont le Hirshhorn Museum and Sculpture Garden à Washington, D.C., tout près du Capitole, le musée Young à San Francisco et la cour du Belvédère au Vatican. Nous les visiterons en temps voulu. La salle du Conseil de sécurité est la salle d'urgence de l'ONU, où sont parfois prises des décisions impliquant des sanctions économiques et des actions militaires. Remarquez le bureau en forme de fer à cheval, entourant 13 chaises situées autour d'une table rectangulaire au centre. Les chaises rouges qui encadrent le groupe central sont disposées en rangées de 13. Tous ces 13 rappellent le nombre 13 figurant sur le grand sceau des États-Unis. La peinture murale de la salle du Conseil de sécurité est l'œuvre de l'artiste norvégien Per Krogh et contient un symbolisme très intéressant. Le panneau arqué de gauche montre une femme ouvrant une fenêtre qui laisse entrer des rayons de soleil doré. Le panneau de droite figure un homme sur un cheval blanc juste avant la pleine lune. Le soleil et la lune sont symbolisés dans les loges maçonniques par les colonnes Boaz à gauche et Jachin à droite. Boaz et Jachin se trouvaient à l'origine dans le temple de Salomon à Jérusalem. Boaz symbolise le soleil et Jachin la lune. On retrouvera ce symbolisme dans les tours du soleil et de la lune de la cathédrale de Chartres. La forme de la Vesica Piscis au centre de la fresque contient l'histoire du péché originel. Les jeunes Adam et Ève se tiennent à l'arrière-plan. Lucifer est suspendu à des lianes serpentines dans l'arbre de la connaissance, tendant la pomme à Ève. Les années passent et Adam et Ève sont représentés avec les bras entrelacés, plus près du centre de la Vesica Piscis. Avec le temps, leur premier-né, Caïn, apparaît au premier plan, aux pieds de ses parents. Cette imagerie sans équivoque est pour le moins étrange dans une chambre représentant toutes les nations du monde. La peinture murale symbolisant la sécurité de toutes les nations devrait probablement englober toutes les cultures et toutes les religions, mais elle a clairement un sous-texte judéo-chrétien. Il faut regarder de près pour le percevoir. Mais il y a un léger cercle représentant le soleil qui entoure la Vesica Piscis. On peut voir de petites flammes émanant du cercle, qui traversent 4 des panneaux de la peinture murale.
Ici, le Soleil, ou le Fils, émerge du centre de la Vesica Piscis, ou matrice. L'oiseau qui se trouve sous la Vesica Piscis est un phénix, qui se tient au-dessus des cendres de son parent. Le phénix est un symbole de transformation et de la nature cyclique du temps. Hérodote a rapporté que cet oiseau mystérieux provenait de l'Égypte ancienne. Il existe un oiseau sacré appelé phénix. Je ne l'ai jamais vu moi-même, sauf en image, car il est extrêmement rare et n'apparaît, selon les habitants d'Héliopolis, qu'une fois tous les 500 ans, après la mort de ses parents. La bête de guerre est représentée tuée dans une crypte souterraine, transpercée d'un coup d'épée. La mitrailleuse d'artillerie abandonnée et le soldat déposant son fusil montrent que c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'ONU a été créée à la fin de ce conflit, en 1945, et l'imagerie de la guerre est donc tout à fait appropriée. Les âmes, ou les ombres entre la vie et la mort, littéralement monochromes, sont aidées par le bas des deux côtés de la peinture murale. Les ombres du côté solaire gauche sont teintées d'or, et les ombres du côté lunaire droit sont teintées d'argent, comme il se doit. La devise originale de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité ou la mort, correspondent étrangement avec le reste de la symbolique. Les âmes soulevées avec des cordes vers la lumière gagnent leur liberté. La scène en haut à gauche montre un groupe de personnes pesant du grain, vraisemblablement pour le distribuer équitablement. La fête, dans les deux panneaux entourant la Vesica Piscis, illustre la fraternité, avec toutes sortes de personnes et d'enfants joyeusement unis, tenant des rubans cyan et des drapeaux de l'ONU. Les âmes qui sont mortes pendant la guerre s'alignent et franchissent la porte de la mort derrière le phénix. La mort a plus tard été supprimée de la devise révolutionnaire car elle rappelait trop le règne de la terreur. Le drapeau tricolore de la République française symbolise la devise à 3 termes: liberté, égalité, fraternité. La scène en haut à droite montre des scientifiques qui étudient le macrocosme et le microcosme à l'aide d'un télescope et d'un microscope. Les deux panneaux supérieurs contiennent un message politique avec la représentation de personnes qui peignent, plantent, conçoivent, jouent de la musique, chantent, écrivent et dansent. Je pense que la signification est que l'humanité peut jouir de ses plaisirs supérieurs après qu'une guerre ait été transformée, comme un phénix, en paix, grâce à l'ONU. Le symbolisme de la fresque contient des images judéo-chrétiennes, maçonniques, de la Révolution française et de l'Égypte ancienne, qui ne sont devenues évidentes qu'après une analyse minutieuse. La fresque est plus qu'un petit élément décoratif, elle domine la salle du Conseil de sécurité. Par conséquent, je pense que le choix du symbolisme incorporé dans la fresque nous dit quelque chose sur le caractère de l'ONU elle-même. Les liens cachés avec les maçons et l'Égypte me semblent particulièrement provoquants. Contempler l'ONU m'a fait penser aux symboles nationaux. Le drapeau de l'ONU est le symbole des nations qui s'unissent dans la paix. Comme je l'ai déjà mentionné, la carte est divisée en 33 secteurs. Il semble approprié que la terre soit flanquée de 2 branches d'olivier symbolisant la paix. Chacune de ces branches contient 13 feuilles. Le drapeau de l'ONU est de couleur cyan et a été créé après la création de l'ONU en 1945. En 1947, l'ONU a décidé de diviser la Palestine en un État juif, un État arabe et une Jérusalem administrée par l'ONU. Cette décision a conduit à une série de guerres et finalement à l'indépendance d'Israël en 1948. Les armoiries d'Israël sont également de couleur cyan. Il semble approprié que la Ménorah soit représentée, car elle est un symbole du judaïsme depuis près de 3000 ans. La Ménorah est flanquée de 2 branches d'olivier à 13 feuilles, symbolisant la paix. Un autre parallèle avec le drapeau de l'ONU. Les drapeaux et les armoiries de nombreux pays comportent des rameaux d'olivier symbolisant la paix. Toutefois, seul l'emblème de l'ONU et les armoiries d'Israël, des États-Unis et des îles Vierges américaines comportent des branches ayant exactement 13 feuilles. Les armoiries des îles Vierges américaines sont une version modifiée du Grand Sceau des États-Unis.
Le drapeau des États-Unis d'Amérique présente également un symbolisme numérique important. Il comporte 13 bandes rouges et blanches. 50 étoiles sont disposées en 9 rangées, alternant entre des rangées de 6 et de 5 étoiles. Nous apprendrons la signification des 9 rangées à San Francisco et de l'alternance des rangées de 6 et 5 étoiles en Égypte. Reprenons l'alignement qui a commencé à la pointe du triangle fédéral à Washington, en passant par le Central Park de New York, jusqu'à son point d'arrivée au centre de Stonehenge. Nous nous demandons pourquoi les pères fondateurs de Washington et les urbanistes de New York ont conspiré pour relier leur ville à ce temple antique. La raison est simple, Stonehenge est au cœur du mystère. Regardons de plus près. Le premier monument du site a été commencé pendant la période néolithique, environ 3100 ans avant notre ère. Et Stonehenge a été achevé pendant l'âge de bronze, il y a environ 4500 ans. Voici une reconstruction de la phase 3 de Stonehenge à son apogée, montrant l'anneau de Sarsen avec ses linteaux de pierre, les énormes trilithons et les plus petites pierres bleues. Le cercle d'Aubrey, plus grand, est un anneau de 56 trous permettant d'accueillir des pierres de station debout. En reliant les pierres de station, on voit ce que les chercheurs appellent le rectangle de la station. Ce qui est étonnant, c'est qu'il présente exactement la même proportion de 5 par 12, comme nous l'avons déjà vu à Washington et à New York. Nous allons maintenant voir d'où vient cette proportion, comme il s'agit certainement du plus ancien exemple connu. L'astronome Gerald Hawkins a montré comment le rectangle de la station codait des phénomènes astronomiques spécifiques, notamment les cycles de la Terre, de la Lune et du Soleil, commémorés par des fêtes importantes dans le calendrier celtique. Stöckle, l'un des pères fondateurs de l'archéologie au XVIIIe siècle, dont la grande œuvre a été l'étude de Stonehenge, a affirmé que la franc-maçonnerie était un héritage des druides, qui à leur tour tenaient leur connaissance des anciens Égyptiens. L'étoile à 7 branches, inscrite dans le cercle d'Aubrey, situe clairement l'anneau de Sarsen et forme le fer à cheval des trilithons et des pierres bleues. Après avoir identifié le 7 comme étant le chiffre secret d'Isis à New York, je me demande si cette étoile à 7 branches n'est pas l'étoile d'Isis. La civilisation égyptienne était à son apogée à l'époque de la construction de Stonehenge. Et bien que nous n'ayons aucune preuve archéologique reliant physiquement les deux cultures, cela reste une possibilité intrigante. Avebury et Silbury Hill se trouvent à une courte distance de Stonehenge. Les archéologues affirment que ces deux monuments ont été construits en même temps que Stonehenge, il y a environ 5000 ans. Le feu John Michell, considéré comme le père des mystères de la Terre, et le géomètre et chercheur Robin Heath ont découvert des relations étonnantes entre les trois monuments néolithiques en ce qui concerne leur emplacement précis sur la Terre. La base de Silbury Hill se trouve à 864 000 pieds du centre de Stonehenge. Le diamètre du Soleil est de 864 000 miles. La distance entre le 51e degré de latitude nord et la latitude de Stonehenge est de 10,8 miles royaux égyptiens. Le rayon moyen de la Lune est de 1080 miles. La latitude de Stonehenge est à 17,28 miles de la latitude d'Avebury. Nous avons compris à d'ici comment 1728 symbolise le cube. La latitude d'Avebury est précisément 360 divisé par 7 degrés nord. En divisant un cercle en 7 parties, on obtient l'étoile d'Isis. L'emplacement de Stonehenge, d'Avebury et de Silbury Hill encode le nombre du Soleil, de la Lune, du cube et de l'octagramme. Veuillez mesurer ces éléments vous-même dans Google Earth ou à l'aide d'autres méthodes. Cette preuve métrologique irréfutable devrait complètement chambouler notre compréhension de la préhistoire. Au début du XXe siècle, des archéologues ont découvert une carrière dans les collines de Presley, où les pierres bleues utilisées à Stonehenge ont été extraites, à environ 130 miles de Stonehenge. Plutôt que de savoir comment les bâtisseurs ont transporté ces grosses pierres jusqu'au site de construction, il faut plutôt s'intéresser à un mystère encore plus grand. Il avait étudié la distance entre le centre de Stonehenge et une île à l'ouest du canal de Bristol appelée Lundy.
Quand il a annoncé à Michel que la distance du centre de Stonehenge à une petite colline appelée The Thump au centre de l'île de Lundy était précisément le nombre mémorable de 123,4 miles terrestres, Michel a reconnu ce nombre grâce à ses recherches, et toutes les pièces se sont rapidement emboîtées. Un mile terrestre équivaut à 5280 pieds anglais et est toujours utilisé pour mesurer les distances sur les routes aux États-Unis. Michel et Is ont dessiné un triangle reliant Stonehenge, Lundy et Presley. Les deux triangles imbriqués forment un rectangle qui a les mêmes proportions que le rectangle de la station de Stonehenge et qui, étonnamment, est exactement 2500 fois plus grand. C'est le grand temple. De plus, les distances dans le rectangle de Lundy correspondent aux mesures de l'Égypte ancienne. Richard, le frère de Robin Is, a fait remarquer dans le nombre sacré que 123,4 miles terrestres sont précisément égaux à 108 miles royaux. La même unité que nous avons vue à Édimbourg et à Washington, D.C. Il ne s'agit pas d'une distance arbitraire, puisque 108 miles royaux représentent 1/32e du rayon polaire de la Terre. Les architectes de Stonehenge ont dû choisir le site de construction par rapport à un point d'origine, choisi à l'origine au centre de l'île de Lundy. C'est absolument sublime, la façon dont Stonehenge résonne avec toute la région et avec la planète. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le 108 est un nombre sacré pour de nombreuses religions du monde. Par exemple, il y a 108 perles de prière dans le Saint-Rosaire. Le rosaire est un chemin de dévotion clé dans la vénération catholique de Marie. Les doigts des fidèles suivent le nombre d'Ave Maria qu'ils récitent en avançant d'une perle à la fois. Les hindous, les bouddhistes et les jaïns utilisent tous des colliers de prière nommés japamala, de la même manière que les catholiques. Incroyable, les japamala sont le plus souvent composés de 108 perles exactement. Ils sont utilisés lorsque le fidèle chante ou répète des mantras. Qu'il en soit conscient ou non, la lune est en fin de compte à l'origine de ce qu'il vénère avec 108 récitations. Comme je l'ai déjà mentionné, le rayon moyen de la lune est de 1080 miles. Le lien entre les déesses et la lune est aussi ancien que l'humanité. Par coïncidence, l'élément argent, qui a toujours été associé à la Lune, a un poids atomique de 108 grammes par mole. Dans La science perdue de la mesure de la Terre, Michel et Is montrent comment le pied anglais a été dérivé de la circonférence équatoriale de la Terre. La distance autour de l'équateur est égale à 360 000 fois 365,242, avec une précision incroyable de 99,994, comparée à la norme actuelle. Cela signifie que la distance autour de l'équateur, mesurée en pieds anglais, est égale au nombre de jours dans une année multiplié par le nombre de degrés dans un cercle, multiplié par 1000. Les historiens ont perdu la trace de la date exacte de l'invention du pied dans la nuit des temps. Mais vous entendrez généralement une anecdote éculée sur le grand pied d'un vieux roi. Nous pouvons désormais affirmer avec certitude que celui qui a défini le pied anglais connaissait la circonférence équatoriale de la Terre avec une précision de l'ordre de presque 100%. Ce n'est qu'en 1995 que nous avons atteint ce niveau de précision dans la mesure de la Terre, lorsque le système de positionnement global, ou GPS, est devenu pleinement opérationnel. Il est clair que nous ne sommes pas les premiers à atteindre ce niveau de sophistication technologique. Le mile est également basé sur les dimensions de la Terre. Il y a 12 puissance 5 divisé par 10 miles dans la circonférence méridienne de la Terre. 528 est la clé de résonance qui définit à la fois le mile terrestre, parce que 5280 pieds sont l'équivalent d'un mile, et la fréquence centrale de l'ancien solfège, une ancienne gamme musicale utilisée dans les chants religieux. La métrologie, la science de la mesure, est l'une des clés permettant de décrypter les anciens mystères. Après tout, le mot géométrie signifie littéralement mesure de la Terre. Et pratiquement tous les systèmes de mesure anciens étaient basés sur les dimensions de la Terre.
Comme John Neal l'a expliqué dans son livre révolutionnaire « Tout est fait avec des miroirs », qui a ensuite été développé et popularisé dans les livres de John Mitchell et des frères Heath, le pied anglais s'avère être la racine de l'ancien système, dans lequel des unités conçues pour mesurer différentes échelles étaient reliées entre elles par des relations fractionnaires. La façon dont l'ancien système utilisait des fractions simples est analogue à la façon dont le système métrique utilise des puissances de 10 pour interconnecter les unités utilisées à différentes échelles, telles que le millimètre, le centimètre, le kilomètre, etc. Comme si ces découvertes ne suffisaient pas, John Mitchell et Robin Heath sont tombés sur une autre découverte étonnante. Il y a une île au nord de Lundy appelée Caldee, où il y a une très vieille église prieurale construite sur un ancien site druidique. Cette île est située à 2/3 le long de la côte de Presley à Lundy. Les musiciens reconnaîtront cette proportion comme la quinte, l'intervalle le plus fondamental de la musique. Si l'on trace une ligne reliant Stonehenge au point précis aux 2/3, coïncidant à peu près avec Caldee, on obtient la proportion suivante. Si la ligne Lundy-Stonehenge est égale à 12, la ligne Caldee-Stonehenge est la racine carrée de 153. Croyez-le ou non, nous verrons encore ce chiffre énigmatique 153 dans la pyramide du Louvre et aussi dans la Bible. Quelle est la racine carrée de 153 ? C'est simple, elle est égale à 12,369, le nombre de pleines lunes dans une année. Les proportions de ce simple diagramme encodent donc les cycles du Soleil, de la Terre et de la Lune. C'est beaucoup trop pour être expliqué par le hasard. Cependant, Mitchell et Heath ne proposent pas de théorie sur la façon dont les tribus néolithiques connaissaient la taille précise de la Terre, ont tracé des distances aussi longues, ou ont compris des relations mathématiques et astronomiques subtiles, vivant dans ce que nous savons avec certitude être une culture tout à fait primitive. Logiquement, on doit envisager la possibilité que quelqu'un d'autre que les gens des tribus néolithiques ait construit Stonehenge. Malheureusement, les travaux de Mitchell et Heath n'ont pas été acceptés par les scientifiques de notre époque et sont ridiculisés comme étant de la pseudo-science parce que leurs recherches ont révélé à quel point nous comprenons peu de choses sur les origines de la civilisation. Pour ma part, je vous invite à garder l'esprit ouvert et à évaluer les preuves par vous-même en utilisant la méthode scientifique. Les universitaires d'aujourd'hui ont peu de tolérance pour les théories qui bouleversent complètement l'ordre des choses. Ils veulent continuer à recevoir des fonds. Je n'ai pas non plus de théorie inattaquable, mais je peux vous dire que les bâtisseurs de Stonehenge avaient certainement des architectes extraordinaires pour diriger leurs travaux. Des millénaires nous séparent de Stonehenge, et non loin de là, Isaac Newton travaille d'arrache-pied à Londres sur sa théorie de la gravité. Il a déjà inventé le calcul infinitésimal pour gérer l'aspect mathématique, mais il a maintenant besoin d'une valeur précise pour la taille de la Terre pour pouvoir calculer son volume exact et fixer ainsi sa constante gravitationnelle. Peu de gens se rendent compte que Newton était bien plus qu'un scientifique. Les scientifiques d'aujourd'hui minimisent le fait que leur plus grand héros pratiquait également l'alchimie, un art que beaucoup considéreraient aujourd'hui comme de la pseudo-science. Par exemple, Newton a été le premier à quantifier la température en 1700 avec une échelle basée sur les points de congélation et d'ébullition de l'eau. Je trouve particulièrement intéressant que Newton ait choisi de mesurer son échelle de 0 à 33 degrés. Les amateurs de conspiration savent également que Newton est identifié dans les dossiers secrets comme l'un des grands maîtres du prieuré de Sion, une émanation des Templiers. Quelles que soient ces raisons, Newton pensait que la métrologie des grandes pyramides cryptait les véritables dimensions de la Terre. John Greaves, professeur d'astronomie à l'université d'Oxford, a étudié la Grande Pyramide juste avant la naissance d'Isaac Newton. Newton a méticuleusement étudié le travail de Greaves et s'en est inspiré pour rédiger ses propres thèses sur la métrologie ancienne. En 1637, Greaves a réalisé le relevé le plus précis de la Grande Pyramide jamais entrepris jusqu'alors. Il fut le premier à tirer la conclusion improbable que le pied était à l'origine des mesures de la pyramide. Pour commémorer sa découverte, Greaves inscrivit une ligne à l'intérieur de la chambre du roi, mesurant précisément un pied anglais, avec les mots à observer par toutes les nations. La pyramide inachevée, c'est-à-dire sans son pyramidion,
mesure exactement 480 pieds anglais en hauteur, ce qui correspond précisément à 1/11e de mile. La largeur est de 756 pieds exactement. Hérodote, le père de l'histoire, explique que la Grande Pyramide était à l'origine coiffée d'un petit modèle de pyramide appelé pyramidion, qui était serti d'électrum, un alliage d'or et d'argent. Malheureusement, le précieux pyramidion a disparu depuis longtemps. La métrologie de Richard Heath montre que le pyramidion de la Grande Pyramide mesurait 1 et 1/11e de pied de haut. Cette coiffe métallique reflétait la lumière du soleil et ressemblait beaucoup à l'œil brillant au sommet du billet d'1 $ américain. La Grande Pyramide est la seule merveille du monde antique qui subsiste. Elle reste le bâtiment le plus ancien, le plus grand et le plus précis jamais construit. Elle a été la structure la plus haute du monde pendant 4 millénaires. Elle est alignée à 0,1% sur le nord géographique, et sa base de 13 acres, supportant 2,3 millions de blocs de pierre, est horizontale et plate à 15 mm près. L'ouverture moyenne et les joints entre les pierres de coffrage extérieures sont inférieurs à 1/2 millimètre. L'échelle et la précision sont stupéfiantes. Je pense que même avec tout l'argent du monde, nous n'avons pas la capacité technique de reproduire la Grande Pyramide aujourd'hui. Il y a beaucoup à dire sur les proportions de la Grande Pyramide. J'ai déjà mentionné la façon dont le 7 et le 11 ont été codés dans la Statue de la Liberté. L'artiste de la Renaissance Albrecht Dürer a utilisé la proportion du demi-triangle de 14 par 11 dans son chef-d'œuvre ésotérique Mélancolia I. Richard Heath a découvert que le demi-triangle codait également 365 jours et 20 lunes, ce qui constitue une approche astronomique intéressante du mystère. Remarquez que pi et phi, deux des nombres les plus importants des mathématiques, sont également impliqués et liés dans les proportions de la pyramide. John Charles Webb Jr. a fait une découverte capitale sur l'emplacement de la Grande Pyramide, qui est malheureusement largement ignorée en raison de sa totale invraisemblance. En utilisant Google Earth, nous pouvons mesurer la latitude exacte du centre de la Grande Galerie à l'intérieur de la pyramide. Elle est de 29,9792458 degrés nord. La vitesse de la lumière dans le vide est de 299 792 458 mètres par seconde. Incroyable, il s'agit des mêmes chiffres. Cette corrélation est soit une pure coïncidence, soit la preuve de quelque chose de très profond. Il faudrait que le mètre, en tant qu'unité de longueur, et la pratique de la division du temps en secondes soient coordonnés pour que l'emplacement de la Grande Pyramide codifie la vitesse de la lumière. Rien ne semble plus improbable, mais c'est exactement le genre de jeu de chiffres auquel je pense que les anciens jouaient. Il faut savoir qu'une seconde correspond à une rotation terrestre divisée en 86 400 parties, car un jour est égal à 86 400 secondes. Rappelons que le diamètre du Soleil est de 864 000 miles et que 864 est le nombre du Soleil. Peut-être que les secondes dans le mile ont-elles été habilement conçues pour exprimer cette belle harmonie avec le Soleil. Le kilomètre a été défini à l'origine en supposant que la circonférence du méridien terrestre est égale à 40 000 km. Dans la troisième partie sur Paris, vous en apprendrez davantage sur ce que j'appelle le canon de 400. Pour vous donner un avant-goût, considérez que lors d'une éclipse solaire, la Lune recouvre parfaitement le disque solaire. La seule raison pour laquelle cela se produit avec une telle précision est que la Lune est exactement 400 fois plus petite que le Soleil, tout en étant 400 fois plus proche de la Terre que du Soleil. En outre, la Terre tourne 400 fois plus vite que la Lune. Ce n'est peut-être pas un hasard si l'on dit que la Terre a une circonférence méridienne de 40 millions de mètres, comme il s'agit du même canon numérique. Je pense que le mètre a été secrètement conçu pour entrer en résonance avec le Soleil. En fait, aujourd'hui, le mètre est défini de manière circulaire, en autoréférence puisqu'il découle de la vitesse de la lumière, qui est elle-même mesurée en mètres par seconde. Il est également possible que le mètre soit une unité ancienne qui a été réintroduite il y a 300 ans, à une époque où la France était obsédée par l'hermétisme.
En gardant ces faits à l'esprit, il est plus facile de voir comment des unités disparates basées sur la source de lumière de notre planète encodent réellement la vitesse de la lumière, en utilisant l'emplacement de la Grande Pyramide elle-même. Nos livres d'histoire ont en quelque sorte oublié que les architectes de l'aube de l'histoire connaissent la vitesse de la lumière dans le vide et la taille exacte de la Terre avec une grande précision. La Grande Pyramide a peut-être été construite avant le début de la culture égyptienne par d'autres architectes. En 1964, Alex Badawi et Victoria Trumbull ont découvert que des puits situés dans la chambre du roi à l'intérieur de la Grande Pyramide pointaient directement vers une étoile de la constellation d'Orion, et de l'étoile polaire à l'époque de la construction de la pyramide. En 1993, Rudolf Gattenbrink a obtenu des autorités égyptiennes l'autorisation d'envoyer un robot dans les puits de la Grande Pyramide. Il a pu mesurer avec précision les angles des puits, et ces données ont permis à Robert Bauval et Adrian Gilbert d'effectuer des calculs astronomiques, montrant précisément vers où les puits et les chambres des rois et des reines pointent dans le ciel. Dans leur livre de 1995 intitulé Le mystère d'Orion, Robert Bauval et Adrian Gilbert ont révélé que les puits de la chambre de la reine pointaient directement vers l'étoile Sirius au sud, et vers l'étoile polaire à l'époque de la construction de la pyramide au nord. Je peux comprendre la connexion à l'étoile polaire, parce que reconnaître la rotation des étoiles autour du pôle céleste est l'observation la plus fondamentale en astronomie. Mais pourquoi les autres puits pointent-ils vers Orion et Sirius ? Le livre Talisman de Graham Hancock et Robert Bauval éclaire ce mystère. Pour les anciens Égyptiens, Orion et Sirius représentaient Osiris et son épouse Isis. Ils se trouvent dans une région du ciel appelée Duat, le monde souterrain égyptien, où les âmes voyagent et sont jugées après la mort. Les hiéroglyphes de la tombe de Thutmose III, vieille de 3400 ans, expliquent les bienfaits de la copie de Duat sur Terre. Quiconque fera une copie de Duat et le connaîtra sur Terre, lui servira de protecteur magique, tant au ciel que sur Terre, indéfectiblement, régulièrement et éternellement. Les Égyptiens croyaient donc que la construction de copies d'Orion et de Sirius sur la Terre agissait comme des talismans magiques, apportant le pouvoir du ciel sur la Terre. Nous en avons certainement vu un exemple beaucoup plus récent à Washington, D.C. La constellation d'Orion est souvent représentée comme un chasseur avec une épée entre les jambes. Dan S. Ward dit « Aucun homme ne porte l'épée entre ses jambes, et très peu de chasseurs portent une épée. Une description plus appropriée de ce qui pend sous la taille d'Orion est peut-être celle d'un phallus. La zone du phallus d'Osiris contient la nébuleuse d'Orion, l'une des régions les plus étudiées de l'espace, car il s'agit d'une zone incroyablement génératrice, où des étoiles sont continuellement formées. C'est tout à fait approprié. À propos, nous nous trouvons dans la zone de la Voie lactée d'Orion, et Sirius est de loin l'étoile la plus brillante du ciel, parce qu'elle est l'une de nos plus proches voisines. Nous disposons maintenant des connaissances astronomiques nécessaires pour reconnaître que nous sommes en fait assez proches de Duat. Bauval et Gilbert ont montré que les 3 pyramides de Gizeh ont en fait la même position et les mêmes tailles relatives que les étoiles de la ceinture d'Orion. Le docteur Gerard Haney remarque que tout comme les étoiles de la ceinture d'Orion rejoignent Sirius, les pyramides rejoignent directement Héliopolis, l'ancien centre de la science, de l'art et de la religion égyptienne, qui était un seul corps de connaissances unifié dans l'Antiquité. Pythagore, Platon et bien d'autres philosophes antiques se sont rendus à Héliopolis pour y être initiés aux mystères égyptiens et les répandre en Occident. Aujourd'hui, la seule chose qui reste de cette ville est une obélisque unique, qui se trouve être le plus ancien obélisque debout au monde. Cet obélisque est d'ailleurs tout ce qui reste de l'ancien temple du Phénix, décrit par Hérodote. Je ne peux m'empêcher de penser à l'imagerie du Phénix dans la salle du Conseil de sécurité de l'ONU. Il est étonnant de constater le nombre de liens qui existent entre le symbolisme de l'élite et l'Égypte ancienne. Vous avez déjà entendu parler de l'obélisque d'Héliopolis, à côté du Met à New York, et de son pendant sur le quai Victoria à Londres. C'est à Rome que l'on trouve le reste de l'obélisque d'Héliopolis.
Héliopolis était le centre du culte des 9 grands dieux égyptiens, collectivement appelés l'Énéade. Nous en apprendrons plus sur l'Énéade à San Francisco. Au cours de la première décennie du XXe siècle, Gurdjieff a effectué un voyage mystique au cours duquel il a rencontré un certain nombre d'hommes remarquables. Au mont Athos, en Grèce, il est censé s'être vu confier la clé du décodage de l'ancien savoir égyptien, préservé par la confrérie soufie Sarmang. La clé qu'il a reçue est l'énéagramme, et les moyens de le déchiffrer. L'énéagramme est le hiéroglyphe fondamental d'un langage universel. Toutes les connaissances peuvent être incluses dans l'énéagramme, et avec l'aide de l'énéagramme, elles peuvent être interprétées. Le philosophe Gurdjieff a été popularisé par son élève Ouspensky, et à travers lui, l'énéagramme a trouvé son chemin dans la psychologie moderne. L'énéagramme de personnalité est une typologie décrite par Rizzo et Hudson et est utilisée dans la psychothérapie d'entreprise, les arts, l'éducation et le développement spirituel. Le bahaïsme utilise une étoile à 9 branches comme symbole, et les écritures spécifient que chaque maison de culte doit comporter une grande salle à 9 côtés. Il existe même un lien avec le christianisme. Dans le 9e livre du Nouveau Testament, saint Paul écrit « Le fruit du Saint-Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Voici la représentation traditionnelle des fruits du Saint-Esprit avec les premières lettres en latin. C'est une autre étoile à 9 branches. Dans cet esprit, explorons la géométrie sacrée de San Francisco. Croyez-le ou non, San Francisco est imprégné de symbolisme égyptien. Le premier musée Michael H. de Young, construit en 1894, avait un thème égyptien, avec une entrée sous une pyramide qui anticipait l'ajout récent du Louvre. Le musée a malheureusement été détruit lors du tremblement de terre de 1906, et le musée de Young en est actuellement à sa 3e incarnation. Cependant, les 2 sphinx qui flanquent l'entrée du musée original sont toujours là. La pyramide Transamerica est un point de repère dans le monde entier et le bâtiment le plus célèbre de la ville. Mais elle n'abrite pas le siège de la Transamerica Corporation et n'est pas vraiment une pyramide. Cela vous rappelle-t-il une obélisque ? Ce n'est manifestement pas un véritable obélisque, car il n'est pas taillé dans un seul morceau de granit et l'ascenseur dépasse des côtés de la structure. Mais nous pouvons voir au-delà de cette nécessité moderne pour percevoir son symbolisme. La hauteur de la structure de 1972 est généralement citée comme faisant 853 pieds. Mais ce chiffre ne tient pas compte de la pyramide de verre et de son mât. Si l'on ajoute les 11 pieds supplémentaires, le total atteint 864 pieds, ce qui en fait l'obélisque le plus haut du monde, dépassant de loin le Washington Monument de 555 pieds. Et 864 est un chiffre très intéressant. Comme vous l'avez appris à Stonehenge, le diamètre du Soleil est de 864 000 miles. En outre, il y a exactement 86 400 secondes dans une journée. En construisant la pyramide Transamerica à 864 pieds de haut, l'architecte en a fait un symbole solaire. Le pyramidion en verre contient une lumière brillante qui brille le 4 juillet. En plus d'être le jour de l'indépendance des États-Unis, le 4 juillet est aussi l'aphélie, le jour où la Terre est la plus éloignée du Soleil dans son cycle annuel. La pyramide Transamerica occupe un site privilégié dans les rues de San Francisco. Elle marque l'extrémité de Columbus Avenue, qui coupe la grille des rues à un angle de 40 degrés. C'est drôle, mais je reconnais immédiatement la signification de cet angle de 40 degrés, car je viens d'être engagé par un architecte pour réaliser un modèle 3D de son atrium à 9 côtés. Cette incroyable synchronicité m'a permis de faire la découverte suivante. Lorsque j'ai superposé une figure à 9 côtés aux rues de San Francisco, voici ce que j'ai trouvé. La pyramide Transamerica se trouve à ce sommet. Columbus Avenue longe ce bord. Le réseau de rues correspond à cette arête qui tourne de 40 degrés et surtout, il semble que Treasure Island ait été conçu pour correspondre à cette figure.
Treasure Island a été achevé en 1937, à temps pour l'exposition internationale du Golden Gate. La marine américaine a saisi Treasure Island à la ville de San Francisco pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a suscité la controverse. La marine a construit les baraquements en forme d'étoile à l'emplacement approximatif de la tour qui avait été démolie après l'exposition de 1937. Il se trouve que la caserne se situe exactement au milieu de ce bord du diagramme. Je ne suis pas certain de ce que les baraquements symbolisent, mais leur forme et leur position semblent significatives. L'auteur maçonnique Albert Churchward dit que le hiéroglyphe du dieu du soleil Horus ressemble à ceci. De même, 6 triangles dans les hiéroglyphes signifient terre des esprits. Quoi qu'il en soit, la base navale a été récemment désaffectée et Treasure Island est désormais ouverte au public. J'y suis allé et j'ai trouvé les baraquements abandonnés, mais l'étrange symbolisme demeure, du moins pour un certain temps encore. Il existe actuellement un projet de construction d'un grand ensemble à usage multiple sur Treasure Island. Ce projet, qui devrait être achevé en 2022, prévoit la construction d'une Sun Tower de 650 pieds de haut à l'emplacement actuel des baraquements en forme d'étoile. Par coïncidence, la seule ligne de bus qui dessert Treasure Island est la ligne 108. Toujours dans la partie consacrée à Stonehenge, vous avez appris pourquoi le 108 symbolise la Lune. Dans quelques années, vous pourrez donc prendre le bus de la Lune pour vous rendre à la Tour du Soleil. Dans la partie consacrée à la Grande Pyramide, nous avons étudié l'Énéade, ou panthéon des 9 dieux de l'Égypte ancienne vénérés à Héliopolis, la cité du Soleil. Lorsque nous superposons l'Énéade à la figure à 9 côtés, nous voyons la corrélation entre la pyramide solaire Transamerica et l'obélisque phallique d'Osiris. Lorsque j'ai activé la couche de l'Énéade dans Google Earth, Telegraph Hill est apparu. J'ai donc commencé à faire des recherches sur la Coit Tower. Elle a été conçue par Arthur Brown Jr. en 1933, après que Brown ait conçu 3 bâtiments dans le triangle fédéral, dont vous vous souviendrez qu'il a joué un rôle important dans l'architecture secrète de Washington, D.C. Le sommet octogonal de la Coit Tower s'inscrit dans un octagramme que vous avez vu dans la deuxième partie sur Washington, D.C. et qui est un symbole solaire classique. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une coïncidence ? Il y avait 4 paires de dieux masculins et féminins dans le plus ancien mythe égyptien de la création, antérieur à l'Énéade. L'Ogdoad, comme on appelait les 8 dieux, était vénéré à Hermopolis, la ville d'Hermès. Hermès était son nom grec, Mercure était son nom romain. Les 2 noms font écho à Thoth, source de la sagesse égyptienne. Tous ces noms sont censés faire référence à la même figure immortelle qui a dispensé la sagesse à l'humanité à différents moments de l'histoire. Les arcs subtils le long des côtés de la structure suggèrent les cercles imbriqués de la Vesica Pisces, qui représentent les organes génitaux féminins. Il n'est peut-être pas surprenant que, tout comme le Washington Monument, la Coit Tower symbolise l'acte du coït, ou l'union sacrée d'Isis et d'Osiris. Hancock et Bauval ont bien documenté dans leur livre Talisman comment la base de connaissance de Thoth a été transmise par les gnostiques, les manichéens, les bogomiles et les cathares. Tous ont été impitoyablement éliminés par l'Église catholique. Tous les adeptes restants ont ensuite été complètement anéantis par l'Inquisition. Heureusement, les papes n'ont pas réussi à instaurer un âge des ténèbres permanent. En effet, un siècle après l'Inquisition, Cosimo de Médicis a retrouvé le Corpus Hermetica, rédigé au 1er siècle à Alexandrie. Ce courant plus ancien de connaissances hermétiques, qui a échappé à l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, a en fait inspiré la Renaissance italienne, puis est entré dans la clandestinité au sein des sociétés secrètes qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Le Golden Gate n'est ni doré, ni littéralement une porte. C'est un pont rouge construit la même année que Treasure Island, connu dans le monde entier comme une merveille d'ingénierie et un symbole de San Francisco. Il représente également l'accomplissement de la destinée manifeste, la croyance du XIXe siècle en l'expansion inexorable des États-Unis d'un océan à l'autre. Voici une peinture du XIXe siècle représentant la déesse Columbia, guidant les colons vers l'ouest, dans une représentation allégorique de la destinée manifeste. Le Golden Gate est en fait un concept de, vous l'avez deviné, l'Égypte ancienne.
Vous voyez la répétition ? Les Égyptiens pensaient que la porte d'or était le seuil que les âmes devaient franchir après la mort pour se rendre dans le duat. Ils parlaient également d'une porte d'argent, gardée par Isis, la grande mère du Fils. Les âmes franchissaient la porte d'argent au cours de leur voyage depuis la source divine, en s'incarnant sur la terre. Je pense que Treasure Island représente la porte d'argent gardée par Isis, dont les 7 côtés rappellent certainement son nombre. Peut-être que le don de l'incarnation lui-même est le trésor. L'âme voyage vers l'ouest comme le colon américain et passe par Alcatraz, l'une des prisons les plus célèbres du monde. Cela correspond à la croyance cathare selon laquelle le corps est la prison de l'âme. Pendant ce temps, voici Angel Island, des anges volent au-dessus dans une dimension supérieure. Angel Island est un parc d'État qui offre une vue incomparable sur la baie. La péninsule adjacente est la ville de Belvedere, l'un des endroits où les revenus sont les plus élevés aux États-Unis. Il se peut qu'il y ait quelques investisseurs providentiels à Belvedere qui profitent de l'incroyable paysage et de son symbolisme. Après avoir passé du temps sur Terre, l'âme traverse la porte d'or pour rencontrer son destin dans le duat. Allons loin de là. Prenons l'avion pour Gizeh et redescendons sur Terre. On dit que les pyramides de Gizeh sont situées au milieu de la Terre. Jim Allison est un chercheur indépendant qui a découvert une géométrie époustouflante ici. Ici, il a pris la Vesica Piscis et l'a placée sur le cercle terrestre. Gizeh se trouve à cet endroit, à égale distance du pôle Nord et du centre de la Terre. C'est une position centrale, vue sous cet angle. Dans l'un des plus anciens fragments hermétiques encore existants, appelé Coré Cosmou, ou Vierge du monde, Isis dit ceci à son fils Horus. Mais la terre sainte de nos ancêtres, Gizeh, se trouve au milieu de la terre, et le milieu du corps humain est le sanctuaire du cœur, et le cœur est le siège de l'âme. Et c'est pour cette raison, mon fils, que les hommes de cette terre sont plus sages. Il ne peut en être autrement, puisqu'ils sont nés et ont grandi dans le cœur de la terre. Le cœur de l'Égypte doit être la grande pyramide, qui renferme bien d'autres secrets. Examinons-en quelques autres. Ici, j'ai superposé 2 exemples du même modèle 3D. Lorsque nous traçons un cercle à partir du centre de la pyramide jusqu'à la pointe de la pyramide en élévation, il se passe quelque chose d'étonnant. Nous traçons la quadrature du cercle. La circonférence du cercle est égale au périmètre du carré. Il s'agit d'un diagramme sacré qui renferme une grande sagesse. Les mathématiciens ont prouvé que ce diagramme ne pouvait pas être dessiné parfaitement en raison de la nature transcendantale de pi. L'approximation est tout ce qui est possible dans un espace plat euclidien. Dans son livre « Les dimensions du paradis », John Michell a montré comment le premier triplet pythagoricien est la clé de la sagesse encodée dans ce diagramme. Ici, des triangles de 3 par 4 par 5 définissent l'échelle et en font une approximation très facile à dessiner par n'importe qui à l'aide d'un compas et d'une règle. Préparez-vous maintenant à la sagesse. La Lune et la Terre correspondent en fait à ce diagramme. La taille de la Lune comparée à celle de la Terre est de 3 pour 11, avec une précision de 99,97%. La pyramide codifie donc les tailles relatives de la Lune et de la Terre. Le triangle de 3 par 4 par 5 contient un secret qui dévoile une partie du mystère. L'aire d'un triangle de 3 par 4 par 5 est de 6. Le 6 est l'un des rares chiffres parfaits en mathématiques, et c'est le seul chiffre dans la mer infinie des nombres qui est à la fois la somme et le produit des 3 mêmes chiffres. Le chiffre 6 est associé au macrocosme, c'est-à-dire à tout ce qui, dans l'univers, est plus grand que l'échelle humaine. Une simple réalisation mathématique permet de passer de 6 à 720, mais je n'en parlerai pas ici. Mettez la vidéo en pause si vous aimez les chiffres. Si l'on multiplie le diagramme original par 720, on obtient les dimensions réelles de la Lune et de la Terre en miles. Le diagramme indique que le diamètre de la Terre est de 7920 miles, ce qui est exact à 99,97%. Le diagramme indique que le diamètre de la Lune est de 2160 miles, ce qui est exact à 99,94%. C'est une approximation précise.
John Michell a appelé cela les nombres canoniques pour une bonne raison. Lorsque nous superposons ce diagramme à celui de Stonehenge, nous constatons qu'il correspond. Les dimensions de Stonehenge correspondent aux nombres canoniques, mais avec une décimale décalée et en pieds anglais plutôt qu'en miles. La chapelle Sainte-Marie à Glastonbury est une autre structure que Michell a trouvée et qui correspond au nombre canonique en pieds anglais. Selon la légende, Saint Joseph d'Arimathie a quitté Jérusalem après la crucifixion et s'est rendu sur l'île druidique d'Avalon, où il a construit la première église chrétienne. Celle-ci a été reconstruite au XIIe siècle pour devenir la chapelle Sainte-Marie. Joseph d'Arimathie est mentionné dans les 4 évangiles comme l'homme riche qui a fait don de son propre tombeau, qui est devenu le Saint-Sépulcre. Certains disent que Joseph d'Arimathie était l'oncle de Jésus, parce qu'il s'est comporté comme un membre de la famille. Quoi qu'il en soit, voici les murs qui subsistent de la chapelle Sainte-Marie. Et voici ses dimensions en pieds anglais. Les dimensions correspondent au nombre canonique, tout comme Stonehenge. Le plan de la chapelle d'origine entre en résonance avec une double vesica piscis, comme nous l'avons vu dans l'analyse du Grand Sceau des États-Unis. En pensant à cette légende, j'ai superposé un rectangle de 5 par 12 avec des X à l'intérieur, que nous verrons plus tard à Jérusalem, et j'ai découvert qu'il correspondait étroitement à la double vesica piscis. La légende de Saint Joseph d'Arimathie est après tout peut-être vraie. La chapelle Sainte-Marie semble porter l'empreinte du rectangle de Jérusalem. Si le déplacement de la décimale dans les nombres canoniques n'a pas d'importance, il doit y avoir quelque chose de spécial dans le système décimal. Si l'on considère la devise de Pythagore, tout est nombre, le symbole le plus sacré de l'adoration secrète pythagoricienne des nombres était le tétractys. Le diagramme se compose de points disposés en 4 rangées, avec 1, 2, 3 et 4 points dans chaque rangée successive. Le tétractys symbolise les 4 éléments, codifie les intervalles musicaux purs, est le point de départ pour comprendre l'harmonie des sphères cosmiques et représente la structure de l'espace lui-même. La somme des points du tétractys est de 10. Le système décimal que nous utilisons aujourd'hui, connu sous le nom de base 10, utilise 9 chiffres plus un 0. Le terme digit vient du latin digitas, qui signifie doigt. Nous supposons que la base 10 résulte du décompte sur les doigts. Peter Plichta, qui est à la fois physicien et chimiste, a montré dans son livre « La formule secrète de Dieu » que le système décimal ne se résume pas à la physiologie de nos mains. Croyez-le ou non, le système décimal repose sur le nombre 81. Pour le comprendre, il faut me suivre un instant et voir comment tous les nombres du système décimal se cachent sous le chiffre 81. En commençant par la virgule, alignez tous les nombres de façon séquentielle comme suit. Les nombres au-delà de 9 sont indiqués entre parenthèses parce qu'ils ne sont pas encore dans le système décimal à un chiffre. En portant chaque chiffre entre parenthèses dans le système décimal, on obtient une décimale répétitive. Ce nombre se répétant à l'infini est égal à la réciproque de 81. Tous les nombres se cachent en réalité sous 81. Ceci est particulièrement significatif car il y a exactement 81 éléments stables dans l'univers, ni plus ni moins. Le tableau périodique des éléments énumère les éléments au-delà de 83, comme étant soumis à une désintégration radioactive. Mais la plupart des gens ignorent que les éléments instables 43 et 61 n'existent nulle part dans l'univers, à moins d'être synthétisés. Plichta fut le premier à établir cette connexion. Il souligne également que tous les éléments stables sont classés en 10 types d'isotopes, ce qui est une autre référence au système décimal. Pythagore avait donc raison, tout est nombre, et les nombres sont en base 10. Le livre de Rena Chesso, Les mathématiques pour les mystiques, souligne quelques faits effrayants pertinents. Non seulement la Lune se déplace dans l'espace 81 fois plus vite que la Terre, mais sa masse est égale à 1/81e de celle de la Terre. Suis-je le seul à penser que c'est trop parfait? Elle souligne également que le carré magique de la Lune est un carré de 9 par 9 comportant 81 chiffres.
Les carrés magiques remontent au moins à 2600 ans dans la Chine ancienne. J'ai l'impression que tout cela était connu dans un passé lointain. Alors que les enfants comptent jusqu'à 10 sur leurs doigts, les physiciens théoriques parlent de supercodes à 10 dimensions et les kabbalistes parlent de 10 séphirotes sur l'arbre de vie. Tous racontent la structure décimale de l'univers à partir de points de vue différents. En parcourant une courte distance le long du Nil, nous arrivons à Dachour, le site de la pyramide rouge et la pyramide coudée, moins connue. Les égyptologues affirment que ces pyramides étaient contemporaines de la grande pyramide de Gizeh. Je pense que la géométrie sacrée des deux pyramides a été correctement déchiffrée sur world-mystery.com. Les pyramides de Dachour contiennent des clés pour le macrocosme et le microcosme. Tout d'abord, la pyramide rouge n'est pas aussi abrupte que la grande pyramide. Les proportions de sa face correspondent à ce triangle rouge à l'intérieur d'un pentagramme. Le pliage de ces triangles vers le haut, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent, définit la pyramide et sa pente. Le pentagramme est un puissant talisman magique, symbole de l'école pythagoricienne. Le pentagramme encode le nombre d'or phi de manière fractale. Phi est l'un des nombres les plus importants en mathématiques, car la nature l'utilise pour tout proportionner, des pommes de pin au tournesol en passant par les coquillages de Nautilus. Même notre corps est basé sur le nombre d'or. Le chiffre 5 est associé au microcosme, à la vie et à la croissance des êtres vivants. La pyramide courbée adjacente est la seule pyramide à avoir deux angles dans sa pente. La pente inférieure est plus raide que celle de la grande pyramide et les proportions de sa face correspondent à ce triangle bleu dans un hexagone. Le pliage de ces triangles vers le haut, jusqu'à ce qu'ils se rejoignent, définit la pente inférieure de la pyramide. La pente supérieure correspond à la pyramide rouge. On trouve à nouveau les triangles rouges à l'intérieur d'un pentagone. Pourquoi tous ces hexagones et ces pentagones ? On a dit que la grande énigme de l'alchimie est le mystère entre le macrocosme et le microcosme. Le mot alchimie vient en fait de al-Kémi, qui signifie la voie de l'Égypte. Je crois que la relation entre le 6 et le 5 est la clé essentielle encodée à Dachour. Maître de la Renaissance, Albrecht Dürer, a réalisé ce dessin dans le cadre de son cours sur l'art et la mesure à l'aide d'un compas et d'une règle. Tout émerge de la Vesica Piscis. Mélancolia I de Dürer est l'une des pièces les plus étudiées de l'art ésotérique. Franz Deckwitz a présenté l'analyse suivante en 1979 à John Michel, qu'il a publié dans son livre de 1988, Les dimensions du paradis. L'ouverture des compas est la clé de la métrologie des gravures. Les compas, la sphère, le bâton de mesure et les proportions générales s'inscrivent tous dans la même unité. Comme nous l'avons déjà mentionné, les proportions de 14 par 11 de la gravure correspondent à la proportion du demi-triangle de la grande pyramide. Les objets de la gravure sont remplis de symbolisme hermétique, mais la chose la plus intéressante pour moi est la géométrie de contrôle cachée. C'est le mariage alchimique du pentagone et de l'hexagone. Schwaller de Lubix a réalisé cette étude d'une porte égyptienne. Remarquez les proportions de 6 et de 5 dans l'ouverture et la hauteur de 2 par rapport à la largeur totale du 1 fondamental. Henry Lincoln a coécrit 500 Saint Graal, qui est devenu une source d'inspiration pour le Da Vinci Code de Dan Brown, publié plus de 20 ans plus tard. Dans le lieu saint, Lincoln a révélé ce qu'il appelle un paysage structuré dans les anciens pays cathares entourant le mystérieux village de Rennes-le-Château. Nous voyons à nouveau le mariage du 6 et du 5. Le pentagramme au-dessus du cube à Washington DC est une autre représentation de l'union du 6 et du 5. Rappelons que les triples 6 et 5 sont codés dans le Washington Monument, puisque 6660 pouces égale 555 pieds. L'obélisque monumental de l'Amérique exprime donc la relation entre le macrocosme et le microcosme. À une plus grande échelle, la Terre codifie le 6 et le 5 en termes temporels et spatiaux. Le cycle de précession de la Terre, mesuré en années, divisé par la circonférence équatoriale de la Terre, mesurée en miles nautiques,
est précisément égal à 6 divisé par 5. Alex B. Geddes a découvert des relations dans le système solaire qui expriment la relation entre le macrocosme et le microcosme. Ces relations sont publiées dans le superbe petit livre des coïncidences de John Martineau. Les relations découvertes par Geddes sont des rapports entre les produits des rayons orbitaux moyens des planètes de notre système solaire. Plus précisément, les rapports sont égaux à 6 divisé par 5, plus un petit facteur qui doit être ajouté dans chaque cas pour équilibrer les égalités. Chaque produit est une relation symétrique entre les planètes rocheuses intérieures et les géantes gazeuses extérieures. J'ai remarqué que chacun des facteurs ajoutés pour équilibrer les égalités encodait 864, le même nombre que vous avez appris dans les épisodes de Stonehenge et de San Francisco, qui est le nombre du Soleil. C'est incroyablement pertinent. En mathématiques, phi et pi sont deux des nombres les plus importants. Ils peuvent être mis en relation de la façon suivante. 6 divisé par 5 fois le carré de phi est égal à pi. Cette équation est une approximation extrêmement précise, mais elle n'est pas exacte, et en tant que telle, elle est considérée par les mathématiciens comme une coïncidence. Toutes ces choses ne sont-elles que pure coïncidence? Ou bien est-ce la preuve d'une résonance hyperdimensionnelle? Pour une réponse plus complète à cette question, il faudra attendre les épisodes sur Paris.
Si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de le poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner, partager, rediffuser cette vidéo et à faire un don sur Tipeee ou Liberapay, car l'intégralité de mes contenus est et restera gratuit. Je ne peux donc pas continuer sans votre soutien. Merci à tous et à très bientôt.